Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de thème. Je vais vous présenter 7 films parmi mes films préférés. Donc bien entendu, c'est une liste, tout ce qu'il y a de plus subjective et évidemment non exhaustive. 7 films, c'est bien trop court pour donner un aperçu de mes films préférés. Et puis j'ai essayé de sortir un petit peu du cinéma français aussi, d'essayer de faire une liste qui soit la plus diverse possible, c'est-à-dire avec différents pays, différentes époques et différents genres. Par ailleurs, dans cette liste, je n'évoquerai pas Le Bon, la Brute et le Truand, ni Le Parrain, ni Amadeus, parce que ce sont les films préférés de tout le monde, bien entendu. Et je voulais faire quelque chose peut-être un petit peu original. Donc les films que je vais vous présenter ne sont pas nécessairement des chefs-d'œuvre, mais voilà, vraiment des films que j'apprécie énormément, que peut-être vous connaissez, ou sinon le but ce sera d'essayer de vous donner envie de les découvrir. Et voilà, je vais essayer de faire une liste un petit peu originale. Je ne vais pas non plus parler de films expérimentaux congolo-slovaques des années 30, hein, je vous rassure, mais voilà, peut-être proposer quelque chose d'un petit peu original. Et je vous invite vivement, alors d'une part à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un like, à partager la vidéo pour pouvoir faire vivre la chaîne et aussi à me donner donc dans la section commentaires votre liste de films préférés. Si la vidéo trouve son public, je ferai bien entendu très volontiers un deuxième épisode. C'est à vous de me dire si ce genre de format vous intéresse. Alors on va commencer par un film américain, une comédie, qui fait partie vraiment des films qui m'ont plongé dans ma cinéphilie. C'est une gigantesque pépite, Tonnerre sous les tropiques. C'est un film de Ben Stiller qui est sorti en 2008 et 2008, moi j'étais en CM2, je me souviens d'avoir vu la bande-annonce et d'avoir supplié mon père de m'emmener au cinéma. Il ne m'a pas emmené le voir malheureusement, mais je l'ai découvert un petit peu plus tard et vraiment aucune déception. C'est simple, c'est un film où, pour le décrire, le terme jubilatoire n'est pas du tout galvaudé. C'est un festival d'humour, d'explosion. C'est fait par quelqu'un qui connaît le cinéma de l'intérieur, qui connaît tous les rouages, puisque c'est un film de Ben Stiller, qui est à la fois acteur, réalisateur, producteur. Il connaît son sujet par cœur, rimant heure. C'est absolument exceptionnel. Il y a tous les clichés du cinéma hollywoodien qui sont mis en scène dans le film, mais vraiment de manière extrêmement drôle parce qu'on voit que c'est fait par quelqu'un qui connaît tout ça. Bon, c'est un film qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui à cause de la blackface de Robert Downey Jr., mais il faut essayer de passer outre ça vraiment parce que faut essayer de mettre ça de côté. Parce que c'est juste tellement drôle, tellement réussi. C'est un film à grands moyens, mais non seulement grands moyens techniques, mais aussi voilà, grands moyens scénaristiques. Je pense que c'est l'un des meilleurs Ben Stiller. Il a fait plein de films hyper réussis. Mais là vraiment, voilà, c'est le cœur d'Hollywood ce film. Et il y a tout. Il y a absolument tout. Donc vraiment, je vous invite à regarder ce film qu'on pourrait qualifier de synthèse du cinéma. Une pure régalade. Voilà. J'espère que je vous l'ai bien vendu. Surtout, regardez Tonnerre sous les tropiques. Alors, je précise qu'il n'y a pas de classement entre les films que je propose. Hein. Je les aime tous également. Et je voulais vous présenter au cours de cette vidéo un film que j'ai vu 1 milliard de fois, qui est Kids Return de Takeshi Kitano. Voilà, là on est de l'autre côté du Pacifique, au Japon. C'est un film de 1996 et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un film que j'ai découvert il y a quelques années, donc dans les années 2020. Et le film a une espèce de fraîcheur, comme s'il était sorti au moment où je l'ai vu, quoi. C'est un film qui parle de deux jeunes qui vont au lycée et qui n'aiment pas ça évidemment. Et ils se trouvent une vocation tous les deux pour la boxe, mais il y en a un qui réussit un petit peu mieux que l'autre. Et l'autre va se faire enrôler par des yakuza. Il y a tout le temps des yakuza dans les films de Takeshi Kitano. Donc ça parle de la jeunesse japonaise des années 90 et peut-être que pour un spectateur japonais,
leur façon de parler est complètement dépassée. Mais en tout cas, c'est un film qui est extrêmement beau visuellement, mais vraiment d'une beauté. Et ce qui est formidable avec Takeshi Kitano, c'est que on n'a jamais l'impression que c'est forcé. Il recherche jamais à faire quelque chose de beau. Takeshi Kitano, il arrive toujours à atteindre une espèce de forme de poésie comme ça, mais t'as vraiment l'impression qu'il le fait pas exprès, que c'est juste là, parce qu'il a un regard absolument merveilleux qu'on adore partager au cours de ce film. Et en plus, comme dans quasiment tous les films de Takeshi Kitano, la musique est signée Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, vous devez connaître parce que c'est lui qui a fait la musique de Mon voisin Totoro et compagnie. Donc une musique pareil qui contribue à rendre le film un peu intemporel. C'est une musique qui vieillit pas non plus, je trouve. Alors oui, peut-être que c'est le côté japonais qui fait que pour un regard occidental, ça a l'air neuf, ça conserve éternellement sa fraîcheur. Peut-être que pour les Japonais, c'est un film qui a terriblement vieilli, mais je ne pense pas. Si vous regardez ce film, vous allez être touché, j'espère, autant que moi, par la beauté qu'il y a dedans. Alors cette fois-ci, malheureusement, je n'ai ni DVD ni Blu-ray, mais je voulais vous parler du film Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Donc c'est tout simplement un film sur les conquistadors mené par Aguirre, joué par l'inénarrable Klaus Kinski. Et en fait, avec ce film, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que Werner Herzog a pris un tableau de la Renaissance avec des couleurs très marquées, très franches, et vraiment une magnifique photographie. On a l'impression qu'il a pris un tableau comme ça de la Renaissance et puis qu'il l'a étiré sur 1h30. Et en même temps, on est dans ce tableau de la Renaissance et en même temps, il y a un côté hyper réaliste dans le film, quasiment documentaire. Comme si le mec avait envoyé une équipe de journalistes pour faire un documentaire au moment de l'exploration des Amériques, quoi. Le film n'essaie pas d'appuyer des émotions ou d'appuyer des moments, c'est vraiment une caméra qui est là et puis qui semble capturer des moments comme ça, un peu en fait comme dans Un nuage entre les dents, quoi. Donc vraiment, ce côté documentaire qui est vraiment là, et c'est dingue, quoi. C'est absolument fou. Pour l'anecdote, et ça vous le savez sans doute, Klaus Kinski était absolument odieux sur le tournage, au point que les Amérindiens présents ont proposé à Werner Herzog de carrément le sacrifier. Voilà, ça ne s'est pas passé, mais ça aurait pu. Puis il y a une musique qui n'est pas forcément épique, qui est un peu... moi je l'ai senti comme si... c'est le souffle religieux qui surgit, quoi. Pour résumer le film sans trop en dire, c'est vraiment le parcours d'un type qui va devenir vraiment complètement mégalo, complètement fou. Et évidemment, il y a beaucoup de points communs entre l'acteur et le personnage pour le coup. C'est un film qui est absolument magnifique et pas du tout ennuyeux, voilà, parce que c'est un argument aussi. Et ouais, qui prend au trip quand même, hein. Je vais de nouveau vous parler d'un film américain que j'ai découvert vraiment récemment, mais pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolument immense. Je crois qu'il est derrière moi, j'ai pas le DVD malheureusement, mais oui, il est là. Je sais pas si vous voyez, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Mes chats sont en train de se battre. Et pour résumer grossièrement, je suis nulle en résumé de film, mais ce sont deux musiciens qui, pour échapper à des gangsters qui leur veulent du mal, vont se déguiser en femmes. Ils vont s'embarquer en fait dans un train avec d'autres femmes. Alors je sais même plus ce qu'elles font. Ça doit être des danseuses. Enfin, voilà. Donc ils vont rencontrer le personnage joué par Marilyn Monroe. Et c'est d'une légèreté et en même temps, ça traite de sujets hyper graves, comme l'alcoolisme par exemple. En fait, tout passe comme une lettre à la poste, tellement c'est divertissant, tellement c'est léger, tellement ça vous prend par la main. C'est irrésistible ce film, irrésistible. Comme Alexandre le Bienheureux, hein. Vraiment j'ai le même sentiment de je me laisse vraiment emporter. C'est drôle, c'est bien joué, la musique est superbe, la mise en scène bien entendu, et puis évidemment cette fin, tout ce qu'il y a de plus iconique, le fameux Nobody's Perfect. Pour l'anecdote, le Nobody's Perfect,
en fin de compte, Billy Wilder l'avait écrit de manière provisoire. En fait, il n'était pas du tout satisfait par cette ligne de dialogue, mais il l'avait laissé dans le scénario, et puis ils ont fini par le tourner, faute de trouver une phrase, une meilleure phrase. Et finalement, c'est cette ligne de dialogue aussi qui a contribué à iconiser le film, quoi. C'est devenu vraiment un film d'anthologie. Moi j'aime beaucoup les films de Bertrand Blier, et je pense que Bertrand Blier a dû s'inspirer pas mal de certains Lem Show pour certains de ses films, où voilà, il y a un trio. Moi j'adore les films de trio. Et donc là ça fonctionne hyper bien, il y a une bonne dynamique, même si encore une fois le tournage ne s'est pas forcément passé sous les meilleurs auspices. Pour le coup, ça ne se ressent pas dans le film, qui est vraiment voilà, d'une légèreté, c'est hyper divertissant, enfin voilà, moi ça m'enthousiasme, mais sans occulter. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive aussi bien à capter ce que Billy Wilder essaie de nous dire, c'est que voilà, c'est tellement léger que quand il parle de choses graves, on les entend, ça résonne, quoi. Je ne peux que vous inviter chaudement à regarder certains Lem Show. On va encore complètement changer de registre, hein, c'est vraiment le sens de cette vidéo, de proposer un tour d'horizon assez large, même si voilà, c'est très réducteur. Je voulais vous parler du film Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Je vais parler de ce film parce que on a tendance à dire que le cinéma français est vraiment pourri depuis quelques années, et c'est pas faux. Mais voilà, ça c'est un film qui est sorti en 2018, donc relativement récemment quand même, et qui est hyper réussi. Et en fait, Gilles Lellouche, il a compris tout ce qu'on cherche dans le cinéma français. Enfin, on n'en veut pas plus, c'est juste une comédie hyper réussie, qui est drôle, grave, qui est bien mise en scène, avec... Je pense notamment à une ellipse dans un supermarché, pour ceux qui ont vu le film, qui m'a fait mourir de rire. Et d'ailleurs, comme dans Kids Return, il y a une ellipse à un moment donné qui me fait hurler de rire. Vraiment, les ellipses pour un effet comique, c'est vraiment pépite. Un film de troupe, j'adore les films de troupe. On a plein de personnages qui sont tous très bien écrits, qui ont tous un enjeu, qui interagissent entre eux, et qui sont tous mués par un objectif commun, hormis Guillaume Canet, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui en plus a un rôle hyper chiant dans le film. C'est que des personnages hyper attachants. C'est pas grand chose, mais c'est un film qui est tellement bien écrit que, enfin en tout cas personnellement, je ressentais vraiment une grande empathie pour les personnages, comme si vraiment c'était des personnages tout à fait authentiques. Et en fin de compte, il passe un concours durant le film, et c'est vrai qu'au moment du concours, je vous en dis pas trop non plus pour pas vous gâcher le film, mais au moment du concours, je ressentais en fin de compte presque autant de stress que les personnages eux-mêmes, tellement j'étais investie émotionnellement dans le film. Et l'autre chose très appréciable avec Le Grand Bain, pour une comédie française, c'est que ça parle de personnages qui nous ressemblent, nous, les Français moyens. Parce que l'un des défauts du cinéma français actuel, c'est souvent de présenter des grosses bourges, ou de présenter des gens de la classe populaire de manière très dénigrante. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux Tuches. Je suis désolée, les Tuches, je ne peux pas blairer ce film parce que je me sens visée, mais d'une manière vraiment méprisante. J'ai de l'humour, hein, c'est pas le problème, mais c'est là je trouve que c'est trop dénigrant. Alors que dans Le Grand Bain, voilà, c'est une représentation des classes moyennes et populaires, mais d'une manière, disons, bienveillante, d'une manière juste. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir aussi s'identifier à des personnages normaux. Donc c'est un film qui donne espoir dans le cinéma français. Ça fait quelques années qu'il est sorti, mais voilà, les réalisateurs actuels devraient en prendre de l'âge. On va parler de toute autre chose. Un film dont je suis très fière de posséder un Blu-ray en édition limitée. Voilà, Les chiens enragés. Si je vous lis la tagline, c'est quand même violent, malsain, éprouvant. C'est un bon résumé de ce film. Film italien de Mario Bava,
qui a failli ne jamais voir le jour parce que, alors, la maison de production, si je ne m'abuse, a fait faillite au moment de la sortie du film, si bien que en fait, le film a été invisible littéralement pendant 20 ans. Je crois qu'il date de 74 et qu'en fin de compte il est sorti en 94, quelque chose comme ça. Grâce à l'effort de l'actrice que vous voyez ici, Lea Lander, voilà, elle a tout fait pour que le film puisse voir le jour. Compte tenu du travail qu'il y a derrière le film, c'eût été dommage qu'on ne puisse pas le voir. En fait, c'est un film, donc effectivement, avec 3 gangsters qui prennent en otage Lea Lander et un homme avec son fils malade. Mais il y a un gros retournement de situation à la fin du film. Encore une fois, je ne vais pas vous le dévoiler. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel du film se passe dans une voiture, une petite voiture, en pleine canicule. Et donc, Mario Bava, en fait, il filme les visages de très près. On voit vraiment la sueur, mais qui est authentique parce qu'en fait le film a vraiment été tourné dans une période de canicule, dans une petite voiture. Et il raconte que pendant le tournage, en fait, entre chaque prise, il sortait pour pouvoir s'asperger d'eau, se respirer, quoi, parce que c'était très oppressant comme tournage. Et vraiment cette atmosphère oppressante, et le film respire l'oppression, quoi. C'est un film qui vous met dans un état de tension assez spectaculaire. Alors attention, ça n'est pas pour les âmes sensibles, hein. Voilà, je le répète, c'est violent, malsain et éprouvant. Mais littéralement éprouvant, hein. C'est fatigant comme film. Mais c'est assez dingue en fait de voir un film d'1h30 qui donne autant de sensations, quoi, qui donne autant de tension. C'est très bien joué. Il y a Luigi Montefiore, aka George Eastman, qui est mon chouchou et qui est absolument horrible dans ce film, qui joue un personnage mais épouvantable, qu'on adore détester, genre de personnage qu'on pourrait comparer à Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones, quoi, hein. C'est vraiment une sale ordure, mais une grosse ordure. Voilà, c'est un film qui peut vous mettre hors de vous, qui va vraiment vous donner des sentiments très forts. Et ça repousse aussi vraiment les limites de la violence, mais aussi bien physique que psychologique, parce que voilà, encore une fois, cette atmosphère d'oppression, et vous-même, vous pouvez le regarder sur un écran géant, un écran de cinéma, et vous allez quand même ressentir cette oppression totale, parce que voilà, encore une fois, les visages sont filmés de très près. Et puis en plus, donc ça se passe dans une voiture qui n'a pas de but. À un moment du film, le conducteur, donc, qui a été pris en otage, demande où on va, quoi. Et le gangster lui répond, mais qu'est-ce qui te dit qu'on a un but? C'est pareil, le fait que la voiture n'ait même pas de destination rend la chose encore plus oppressante. Si vous avez envie de souffrir un petit peu pendant 1h30, je vous recommande ce film de Mario Bava qui gagne à être connu. Voilà. Et puis, pour finir en beauté, je voulais vous parler du film Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica. Oui, celui-là, il est vraiment dans mon top 5 des films préférés, je pense. Je vous ai dit que je ne vous parlais pas du Parrain, mais finalement, c'est un petit peu une version yougoslave du Parrain. Donc ça se passe comme son nom l'indique. Enfin non, comme son nom ne l'indique pas, parce que en fait le titre français est un peu erroné, parce que il ne s'agit pas de gitans mais de Roms. Voilà, donc ça aurait dû s'appeler Le Temps des Roms. Peut-être que c'est un peu moins vendeur, je ne sais pas. Voilà, mais quoi qu'il en soit, donc ça se passe chez des Roms, et on suit l'itinéraire du jeune Peran, qui a une petite sœur malade et qui passe de jeune homme, disons, très innocent, très candide, à une espèce de trafiquant. Là encore, je ne vous en dévoile pas plus, mais ça ressemble quand même beaucoup au Parrain, dans cet univers des Balkans. Donc, avec la musique balkanique, avec la fête de la Saint-Georges, qui est une scène absolument époustouflante, magnifique.
Et ce qui est bien avec Emir Kusturica, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on est toujours à la frontière du rêve. Il y a beaucoup d'éléments oniriques, magiques, même si l'histoire est peut-être un peu dure. Il y a toujours cette ouverture vers voilà, un monde onirique, un monde rêvé, dans lequel on peut s'évader, parce que c'est quand même des gens qui ont un destin très difficile, une vie difficile, et puis voilà, il y a toujours cette porte de sortie. C'est absolument magnifique, parce que Emir Kusturica, c'est vraiment un fou de la caméra. Il va faire 50 mouvements, il va faire des décors très chargés, des plans très longs, enfin c'est hyper foisonnant, c'est magnifique à regarder. La musique de Goran Bregović est magnifique. Un film qui doit durer près de 3 heures, je crois, mais que vous ne verrez pas passer. Si vous devez retenir un film parmi tous ceux-là que j'ai évoqués, ce serait Le Temps des Gitans. Regardez Le Temps des Gitans, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà, donc j'espère que ce petit tour d'horizon filmique vous a plu. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment une toute petite sélection parmi plein de films que j'adore, mais l'idée c'était de vous donner une espèce d'aperçu de films qui sont très divers, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, de manière à ce que si vous ne savez pas quoi regarder, vous puissiez avoir quelques idées. J'espère que ça vous a donné envie de voir les films que j'ai évoqués. Et puis moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce en l'air, à commenter, à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bougez chez vous!